Monumental. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous et merci d'être là. Monumental, en nouvelle diffusion. Détroit, Monumental, la capitale de l'automobile aux États-Unis. sur la première. Détroit, où l'histoire d'une mégalopole enrichie par l'industrie automobile. Et c'est ici que la maison de disques Motown est née. Il y a évidemment de quoi faire de belles photos. Ça me donne envie de pleurer quand je repense à ce qu'était cette ville avant. Monumental. Joanne Ducé. Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis, c'est là que nous nous rendons aujourd'hui dans Monumental, dans une réalisation de Jean-Philippe Otzfallen. Stéphanie Coudray est aux recherches, Nathalie Schauenberg aux musiques. Alors, vous le savez, Détroit, c'est le berceau de la soul, le symbole de la révolution industrielle, mais aussi de la crise économique de 2008. Nous allons parler de tout cela avec notre invité. Monumental. Bonjour, je m'appelle Judith Pérignon, je suis journaliste, écrivaine, et voilà, un jour je suis allée à Détroit et je suis tombée amoureuse de cette ville. C'était quand ? C'était en 2010 pour un reportage. Et vous avez encore aujourd'hui des souvenirs précis de cette première visite ? Oui, parce que c'est des sensations fortes quand vous vous retrouvez dans une grande ville américaine avec toutes les caractéristiques d'une grande ville américaine, Broadway Avenue, des très hauts buildings, et que vous êtes seul. Vous avez l'impression d'être dans un décor de film ou autre chose. Vous êtes seul sur des très grandes avenues que vous avez pu voir dans des films, mais là, il n'y a plus que vous. Les premiers étages sont tapissés de pièces de carton. Il n'y a plus personne, il n'y a que vous. Plus tard, vous voyez un peu des gens, mais des voitures, mais vous pouvez vous retrouver vraiment seul. Et ça, c'est une sensation qu'on n'oublie pas. Il y a tout de même eu un coup de foudre avec cette ville de Détroit. Ouais. Quand justement, j'ai fini par rencontrer les gens. C'est le plaisir de ce métier, du journalisme, de rencontrer les gens. Moi, je venais raconter les jardins de Détroit. Cette chose qu'ont fait les gens de Détroit pour survivre, et parce qu'il n'y avait plus de boutique pour aller acheter des fruits et des légumes, en gros, ils ont repris les terres là où tout s'était effondré, puis ils ont cultivé. Notamment, ça a commencé à l'est de la ville. C'est les vieilles femmes noires qui ont commencé, sûrement ces petites filles d'esclaves qui venaient du sud. Et parler avec ces gens, ça a été une espèce de choc émotionnel. C'était tout à coup comme si je basculais dans les livres que j'aimais. J'ai pensé à ceux de Toni Morrison, puis dans la musique que j'aime. Voilà, j'étais aux racines de ces livres, aux racines de cette musique, et j'étais tellement heureuse d'être dans le cadre avec elle. Quand nous pensons aux États-Unis, Archive INA. l'une des premières images qui se présentent à nos yeux, c'est celle de la belle américaine, comme disait Pierre Tchernia, de la grosse voiture qui file à une vitesse formidable et dans laquelle 7 ou 8 personnes tiennent parfaitement à l'aise. C'est une grande ville, Détroit. Oui, très grande, parce que c'est une ville qui a compté quasiment 2 millions d'habitants, qui s'est développée donc dans toute la première partie du XXe siècle sur l'industrie automobile. Des gens du monde entier sont venus travailler à Détroit, et donc c'est une ville qui s'est étalée, mais j'ai aucune mémoire des chiffres, mais c'est bien plus grand que San Francisco, que bien d'autres villes, que New York, et avec des autoroutes au milieu. Mais aujourd'hui, c'est un gruyère, parce que des différentes parties de cette ville ne communiquent plus entre elles, puisque elle s'est effondrée en beaucoup d'endroits. Vous dites, c'est une ville que je ne comprends pas toujours, où je me perds encore. Oui, parce que c'est d'abord à cause de ces autoroutes qui balafrent la ville. Et donc, se repérer, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, c'est une ville, alors ça, c'est le charme de Détroit, c'est que les villes ont des noms. C'est pas la première avenue, la deuxième avenue, comme à New York, où on sait dans quel sens on va. Là, il y a des noms, un peu comme chez nous. C'est une ville qui a été d'ailleurs bâtie par les Français d'abord, puis par les Anglais. Donc, elle a une histoire très proche de la nôtre, finalement. Mais on s'y perd. On s'y perd justement à cause de ces zones où il faut pas aller, parce qu'elles sont dangereuses, ou de ces zones où il n'y a plus rien. Puis tout à coup, on arrive sur un îlot où il y a encore un peu de vie. Puis après, on peut être près de la rivière et donc du centre-ville, mais qui était vide quand je suis arrivée. Donc on met du temps à la comprendre, vraiment. Sur la première, Monumental. En 2017, le New York Times estimait que Détroit figurait parmi les meilleures destinations mondiales à visiter. En 2018, c'est Lonely Planet qui classait la ville numéro 2 des destinations touristiques mondiales. Quel est votre avis ? Alors je crois que ça, c'est vraiment
c'est du wishful thinking, voilà, c'est de la méthode Coué. Ils ont décidé, Détroit a été mis en faillite, un bankruptcy en 2013, ça avait fait les titres dans le monde entier. Détroit capitule, le gouverneur du Michigan la a mise en décidé faillite de mettre d'une ville d'une telle importance est une première dans l'histoire. 60 années de déclin. L'avenir de Détroit est une page blanche qui appartient désormais à la justice fédérale et aux habitants. Et au fond, je crois que ça avait été très mal compris parce que c'était vécu comme un effondrement de la ville, alors que la ville, elle s'était effondrée depuis des décennies. C'était au contraire une mise en liquidation. Les banques, les dettes allaient être apurées et les banques et les financiers allaient réinvestir dans Détroit. C'est ce qui se passe depuis 2013. Et donc, effectivement, même les communicants, le monde médiatique essaient de faire revenir les gens à Détroit. Mais ça reste quand même si le centre-ville ne ressemble pas à ce que j'ai décrit au début, mais en tout cas, c'est une ville encore compliquée. Et c'est une ville, pour s'y retrouver, il faut rencontrer les gens et se faire guider, parce que les plus beaux endroits de Détroit, ils sont cachés, en fait. La première, monumentale. Cette ville de Détroit, elle va vous inspirer pour votre dernier roman, Là où nous dansions. Alors ce n'est pas qu'un roman, hein. Votre livre, c'est une espèce de documentaire sur la ville. C'est vrai que ce livre, il vient de mes visites, de mes retours sans arrêt à Détroit, de mes rencontres avec les gens, à écouter leur histoire, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai voulu essayer de comprendre cette ville en ruine et pas simplement m'arrêter à ces slogans ou ces dogmes économiques qui disent crisis subprime, ce genre de choses. Quand on écoute l'histoire des gens, on comprend que c'est bien plus profond ce qui s'est passé. Il y a des choix urbains, le racisme, la violence économique. Et donc j'ai voulu restituer ça dans ce roman, qui comme tout roman est bâti à travers des personnages qui portent cette histoire, mais effectivement, derrière leur voix, parce qu'un roman c'est fait de voix, il y a ce travail d'écoute et aussi de documentation dans les archives, de la presse, de la bibliothèque, pour comprendre effectivement l'effondrement successif de cette ville, oui. C'est monumental, sur la première. Pourquoi ce nom Détroit ? Alors Détroit, c'est un mot français. Il y a beaucoup de mots français, eux ils disent Detroit, mais Détroit elle est au bord de la rivière, cette rivière qui dessine la frontière entre le Canada et les États-Unis. On voit, quand on est au bord de la rivière, on voit le Canada, la ville de Windsor. Et puis elle est aussi au croisement de beaucoup de lacs, le lac Erie, le lac Huron. Donc c'était un détroit, une voie de navigation qui menait vers le Saint-Laurent, puis vers l'océan Atlantique. Donc c'est ce qui explique une part du grand développement économique de cette zone. Mais voilà, c'est un détroit avec toutes ces embouchures et ces voies navigables. Archive RTS. On va parler un peu de cet endroit, car c'est un endroit historique de notre ville. C'est le point d'origine. C'est ici que quelqu'un a dit, ça c'est Détroit. Et à précisément 8 miles d'ici vers le nord, c'est la 8 Mile Road. Vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est le bout de Détroit. Qui est à l'origine de cette ville ? C'est un Français qui l'a construite, avec d'autres, des trappeurs, des tas de gens qui faisaient du commerce. Donc c'est un Français, Antoine Lamotte-Cadillac, qui bâtit un fort et autour il y a ces trappeurs parce que le Michigan alors est couvert de forêts et d'animaux et donc il y a le commerce du bois et de la fourrure. Puis après, il va y avoir les guerres entre les Français et les Anglais, avec les tribus indiennes autour. Donc ça, c'est le début de l'histoire de Détroit. Les Anglais vont gagner, puis être chassés après au moment de l'indépendance américaine. Et donc toutes ces influences comptent dans la construction de la ville, vraiment. Et c'est une ville noire à 82% aujourd'hui, mais il y a un panneau au bord de la rivière qui dit « Les premiers Noirs de la ville parlaient français ». Parce qu'effectivement, c'était des esclaves et leur maître était français. On sent aujourd'hui encore cette ancienne présence française ? On le sent dans les noms des rues, qu'ils ont d'ailleurs du mal à prononcer, Beaubien, Beaufait, des vieux noms français. On le sent sûrement aussi à cette architecture de Détroit qui part de la rivière et qui après part en étoile, un peu comme la place de l'Étoile à Paris, alors que souvent les villes américaines sont bâties de manière très rectangulaire et parallèle. Là, c'est comme des radiales. Donc là, on sent effectivement l'influence d'une architecture parisienne. Au tout début du 19e siècle, un incendie va complètement ravager la ville. Complètement, oui. C'est en 1805, je crois. Et notamment complètement détruire ce centre et effacer peut-être cette trace française. Beaucoup de bâtiments ne vont pas survivre à cet incendie.
Et donc il y aura reconstruction immédiatement. Et ça va donner lieu notamment à cette devise qui est presque prémonitoire, parce que c'est comme si cette ville allait être abonnée aux chutes et aux rebonds, mais cette ville qui, je ne sais plus comment c'est la devise, mais Détroit toujours renaît de ses cendres. Donc l'idée des cendres, elle est là dès le départ en fait. Et elle est là au XXe siècle, elle est là au XIXe. L'idée que tout peut s'effondrer. Stevie Wonder. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away left to A when the people start to move. Monumental, Détroit, avec Judith Pérignon, autrice du livre Là où nous dansions, édition Rivage. Archives RTS. La fortune de Ford commence en 1903 avec un atelier de fabrication de voitures automobiles. Il lance sur le marché 1000 actions à 400 francs. Il invente la chaîne de montage, la production en série. De 1908 à 1927, Ford produira 15 millions de voitures. Cette ville, elle est connue pour être le berceau de l'industrie automobile américaine. Comment est-ce que tout a commencé ? Alors tout a commencé, d'ailleurs tout commence plutôt un petit peu du côté de Flint, qui est la ville de Michael Moore, avec des petites compagnies, on est en pleine recherche du moteur, on cherche, mais celui qui va trouver, c'est Mr. Ford, et qui dans les années 20 va faire le Model T, cette première voiture Ford, et très vite l'industrie va commencer à se concentrer, et il y aura finalement 3 grandes marques de voitures, c'est ce qu'ils appellent les Big Three là-bas, c'est Ford, Chrysler et General Motors. Et puis Ford, à fort de cette découverte, il va construire des grandes usines et finalement adopter le travail à la chaîne, le taylorisme. Donc Détroit devient le logiciel du monde moderne, du monde entier, car c'est Détroit qui finalement design les usines, l'organisation du travail. Archives INA. Une fabrication passe généralement par plusieurs stades, demandant des compétences différentes. Dans ce cas, la manutention la plus simple consiste à faire prendre par un ouvrier ce que l'autre vient de poser, sans qu'aucun des deux se déplace.
Le salaire horaire va être le plus élevé du monde, donc on va venir du monde entier à Détroit pour vivre mieux. Et les Noirs du Sud vont venir pour être libres et vivre mieux aussi. Donc cette ville va fournir au monde tout un modèle économique. Et elle va se développer très très vite, jusque finalement à la guerre, parce que quand les guerres éclatent, ces usines automobiles vont tout à coup changer leur circuit de production, construire des avions, des tanks, et toutes les armes des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale sont construites à Détroit. Donc cette ville, c'est vraiment le générateur du monde moderne pour moi. Cette industrie automobile américaine, elle a donné son surnom à la ville de Détroit. Oui, Motor Town, oui, bien sûr. The Motor City. Et c'est ce que vous disiez, c'est cette industrie qui finalement va faire la gloire de la ville. Oui, vraiment son image. Il y a chez Ford cette idée habile, je dirais, et qui va marcher au début, c'est que je paye bien mon ouvrier, il va pouvoir s'acheter une voiture, bientôt il pourra acheter une voiture pour sa femme. La ville est construite, c'est cette idée des petites maisons et de l'accession à la propriété. Et aujourd'hui d'ailleurs, quand on est à Détroit, on voit des grandes avenues, et plus rien au bout, toutes les avenues menaient à l'usine. Les maisons étaient le long de cette avenue, les bars, mais c'était une ville-usine. L'usine s'installait et autour on construisait les villes. Il y a parfois, et même encore, on voit des couloirs. Un couloir dans l'usine, c'était une passerelle au-dessus de la rue. Et tout était construit autour de l'usine. Donc on imagine le choc quand toute l'industrie s'effondre. Mais c'est vrai qu'au début, les gens, ils ont une petite maison, ils s'achètent une voiture. Alors, bien sûr, ces industriels, ils suppriment cette ville. Elle était pleine de tramways, de transports en commun. Tout ça va être supprimé au profit de la voiture. Donc cette ville, elle est conçue par toutes ces utopies industrielles et technologiques. Ça aura un coût plus tard et un coût humain dévastateur. Mais au départ, les gens adhèrent vraiment à ça, à l'idée d'une vie meilleure par la technologie, la voiture, l'industrie. Il faut toutes sortes de travailleurs pour construire une automobile. Des hommes tels que ceux de la ligne d'assemblage, les constructeurs de moteurs, les fondeurs, les matriceurs, etc. Ils pointent leur carte à l'entrée pour un travail ou pour un autre. La première équipe commence à 7h30. La semaine de travail est de 40 heures, 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Les heures supplémentaires s'accompagnent d'un supplément de paie. Ces usines, elles vont faire venir de nouveaux habitants. Oui, vraiment, du monde entier. Et on voit encore les traces de ça, des Polonais, des Allemands, des Grecs. Greektown, c'est un grand quartier grec, encore au cœur de la ville. Les Français sont là, les Anglais, de tout, vraiment du monde entier. Et aussi, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, les Noirs qui arrivent en masse du Sud, où notamment les lois Jim Crow et la ségrégation sont encore en place jusque dans les années 60. Donc il y a une immigration massive venant du Sud du pays pour travailler là. Donc il faut loger ces gens, il faut construire. En plus, la ségrégation est aussi en place. Elle n'est pas légale, mais elle est quand même en place dans le Nord. Donc les populations s'imbriquent tant bien que mal, se supportent tant bien que mal. Et il faut loger ces Noirs, ces Blancs. Et donc dans les années 30, notamment au moment du New Deal, ils vont commencer à construire du logement social. Et le premier logement social pour Afro-Américains, c'est aussi Détroit qui l'invente. Si nous réussissons à avoir pas seulement une déclaration, mais un pacte, je crois que l'homme dans la rue verra une différence. Eleanor Roosevelt, 1948, archives ONU. Une déclaration aura une force morale. Et déjà, je crois que dans le monde entier, il y aura bien de choses qui changeront pour tout le monde et qui s'amélioreront. Dans les années 30, justement, un projet lancé par la première dame Eleanor Roosevelt va voir le jour. Racontez-nous ce projet. C'est le Brewster Project. Donc effectivement, dans ces années 30, où cette ville a encaissé très fort la dépression, les usines ont fermé, les gens dorment dehors, ont perdu cette petite maison qui leur était si chère. Et la population noire vit vraiment dans des taudis. La criminalité est forte, les maladies infantiles sont fortes. Et les Roosevelt, c'est vraiment des gens... C'est un moment de la vie politique américaine où là, l'État-providence, l'engagement social de l'État va être un tournant dans l'idéal politique américain. Et c'est à Détroit que l'État fédéral, avec 6 millions de dollars, va venir financer le premier logement social pour Afro-Américains, c'est-à-dire offrir à ces enfants d'esclaves
l'eau courante, le chauffage, des aires de jeu pour leurs enfants, donc c'est une révolution. Et quand elle vient lancer le chantier, Eleanor Roosevelt, c'est un bain de foule inouï, une attente folle, et le projet va sortir de terre en 1938, puis se développer, il y aura des différentes tranches au fil des décennies, en 43 une nouvelle tranche, dans les années 50 encore une nouvelle tranche, des tours un peu plus hautes. Et à un moment, cet ensemble va contenir une population avec des revenus très modestes, mais une population qui est persuadée qu'elle va vivre mieux que ses grands-parents, que quelque chose est en train de tourner dans la vie des Noirs américains. Et j'ai fait du Brewster Project le personnage central de mon livre parce qu'il contient des vies et toute l'histoire américaine au fond. C'était quoi? Des tours, un immense complexe fait de tours? En 1938, c'est plutôt des immeubles de 2 étages, puis des 3 étages. Donc c'est des immeubles bas qui se font face, et puis au milieu justement il y a ces allées où les enfants peuvent jouer, faire du vélo, ils sont pas à même la rue, et puis ça se développe après 3-4 étages, et avec des appartements qui peuvent contenir 3 chambres. On lit dans les récits des familles qu'il y a encore des familles très nombreuses, donc on met des fois 2-3 enfants par lit. Mais on vit bien, la liste d'attente est longue. Jamais un tel confort a été offert à ces gens. Et puis c'est au bord d'un quartier qui s'appelle Hastings Street, qui s'appelle aussi Paradise Valley, qui a été le Harlem de Détroit. Il y a des grands clubs de musique, il y a des grands jazzman. Là, les Noirs sont propriétaires de leurs boutiques, ce qui est rarissime, ce qui est nouveau, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc vraiment, à ce moment-là de l'histoire, et dans les années 50, c'est à Détroit que les Afro-Américains vivent le mieux aux États-Unis. Et ça se voit dans la presse de l'époque. On voit une bourgeoisie noire, une aristocratie noire, on voit des soirées, il y a des différentes classes, et ils sont en train d'émerger dans la vie américaine, mais de prendre de plus en plus de place dans cette ville, et forcément ils vont le payer. And I've been preaching the best I know how ever since I've been here, because I believe the gospel must be preached. And there are a lot of things that I hear in the name of the gospel is not the gospel. I'll go. Dans ce projet lancé par Eleanor Roosevelt, ce complexe, donc, il y a des personnes célèbres qui y ont vécu. Et oui, puisque forcément, dans cette espèce de légèreté, d'espoir qui s'installe, il y a une jeunesse qui se voit vivre autrement et qui chante. Alors la communauté afro-américaine a toujours chanté. Ils vont notamment à l'église sur Hastings Street du révérend Franklin. Le révérend Franklin, on connaît maintenant sa fille, c'est Aretha Franklin, qui chantait, qui faisait les chœurs avec ses sœurs derrière son père. C'était là aussi. Mais les enfants du Brewster Project, ils vont à la messe du révérend Franklin. Et puis ils vont écouter, ils vont dans les clubs de musique et ils chantent eux aussi. Et donc c'est là qu'il y a la famille de Stevie Wonder. C'est là que grandissent les filles des Supremes, Diana Ross, Mary Wilson. Il y a des tas de gens comme ça et des tas de voix dont on connaît parfaitement les chansons aujourd'hui et qui sont des enfants de ce Brewster Project. Que reste-t-il de ce lieu ? Il a été complètement rasé aujourd'hui. Les dernières tours ont été rasées en 2014. Mais il est tombé en décrépitude. Il a commencé à tourner dans les années 60 finalement, en même temps que la ville. C'est devenu, la population s'est appauvrie. Les salaires n'étaient plus assurés, la criminalité, la drogue a été un fléau. Et puis doucement les gens sont partis, voilà, ça a été des appartements vides, des gens qui dans les années 80, ils ont commencé à pousser des gens dehors pour démolir. Et il s'est passé là, comme ce qui se passe d'ailleurs aussi, on peut le voir dans les cités en Europe, c'est que les gens étaient attachés à cet endroit, même dans le déclin. C'était leur souvenir, c'était leur communauté, leur repère. Les gens se sont battus pour pouvoir y rester, même s'ils vivaient dans des conditions quasi insalubres. Et c'est devenu aussi une zone de crime, puisque ce n'était plus que la terre des gangs. C'est là qu'est mort un jeune street artiste français, sous Project. Et finalement, la ville a décidé de tout raser. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une étendue d'herbe. Et si vous ne savez pas ce qui est arrivé là, vous n'imaginez pas la population et tout ce qui est arrivé là, ouais.
Les conservateurs pourraient critiquer l'attribution de critères architecturaux à de telles structures. Néanmoins, c'est précisément dans ce genre d'édifice que l'architecture moderne a atteint sa plus complète expression. Le journaliste George Nelson au sujet des usines Chrysler conçues par Alfred Kahn. Monumental. Un architecte va faire beaucoup pour cette ville de Détroit, c'est Albert Kahn. On le surnomme l'architecte de Détroit. Qui était-il ? Ah oui, tout est Albert Kahn à Détroit. C'est Albert Kahn, il venait d'Allemagne, c'était un immigrant allemand qui s'est installé comme architecte et qui proposait comme ça à la fois à ces villes, à l'histoire européenne forte, des immeubles qui pouvaient être une réminiscence de la grandeur architecturale européenne, du néo-baroque ou des choses comme ça, mais qui a pu proposer aussi aux industriels de travailler avec le béton, et c'est lui qui a construit Highland Park, des grandes usines de Ford, Rouge Plant, qui est cette usine où on va, par exemple, dans le roman de Céline, Voyage au bout de la nuit. Rouge Plant, c'est toujours là, d'ailleurs. Et donc, il bâtit à la fois l'industrie, il bâtit les bâtiments officiels de Détroit, il bâtit du logement, et donc, effectivement, c'est lui qui design la ville. Et que dire du Fisher Building ? Alors, le Fisher Building, moi, il me fait toujours penser, il est toujours là, évidemment, il est immeuble, il me fait un peu penser à Gotham City, voilà, c'est ce néoclassicisme américain, ces tours à la fois ciselées, de façon pyramidale. C'était pour recréer un autre centre-ville, il n'est pas dans le centre-ville, c'était le New Center. Il voulait redévelopper un autre centre de la ville. Donc il est vraiment gigantesque, et puis il s'est vidé beaucoup, comme tous les grands et très beaux buildings de Détroit. Donc il est là et il est en train de se re-remplir, parce qu'à l'intérieur c'est des salons somptueux, des boiseries, des lustres, du marbre. Donc il y a des artistes qui ont posé dans cet entre-deux qu'a connu Détroit, des artistes qui ont créé des studios. Voilà, mais là c'est un immeuble qui est en train de reprendre de la flamboyance en fait. Monumental. L'architecture de cette ville de Détroit, elle est variée. Alors c'est vrai qu'on y trouve des bâtiments industriels, il y en a d'autres qui sont de style beaux-arts, baroque, il y a aussi des manoirs. Ben oui, parce que toute cette bourgeoisie, voire cette aristocratie qui s'est créée autour de l'industrie, et les gens ont fait beaucoup d'argent, donc ils se construisaient des maisons qui étaient comme des manoirs, avec deux tours rondes, et puis des toits pointus, et puis avec des balustrades. C'est entre la belle maison et le petit château. Et donc, notamment dans ce qu'on appelait au début du XXe siècle le Petit Paris, justement, du côté de Brush Street, il y avait tous ces gens qui avaient fortune, ces familles qui avaient fortune dans l'industrie, qui avaient ces manoirs. Et puis après, cette ville se densifiant, ils se sont un peu éloignés parce que bon, ça devenait bruyant, un peu trop odorant à cause des usines. Puis il y avait ces ouvriers, on n'aime pas vivre trop près des pauvres. Donc ces gens-là sont partis construire d'autres grandes maisons un peu plus loin. Et donc ces manoirs ont été vendus à des gens un peu moins riches qu'eux, puis qui ont fait le même processus, qui sont partis. Et finalement, ces manoirs ont été découpés en appartements qu'on a donnés à des moins riches et de moins en moins riches. Et aujourd'hui, Détroit, c'est plein de manoirs, alors complètement décrépits, découpés en appartements, où on y a longtemps vu des familles noires pauvres, justement, qui étaient des locataires. Et c'était toujours très intriguant de voir cette architecture fastueuse, mais qui s'était affaissée. Et comme ça, on peut lire toute l'histoire et toute la dégringolade de cette ville, rien que dans une maison. Et ça, c'est fascinant au début, de comprendre ce qui s'est passé. C'est ici que les familles ont dit au revoir aux soldats qui partaient à la guerre. Document AFP. C'est un bâtiment qui a marqué notre histoire et dont l'abandon reflète ce qui nous est arrivé. La gare a longtemps été aussi le symbole de la ville. Ah oui, la la fameuse gare de Détroit, qui est immense, qui est une des plus grandes gares aux États-Unis. Je sais plus combien elle fait, 20 étages. En fait, elle est très très haute. Et elle a contenu des clubs, des restaurants, des bureaux. C'est le marbre, le cuivre. On la trouve dans tous les récits de la Belle Époque. Et puis elle a fermé dans les années 80. Et elle est tombée comme ça, doucement en ruine. Les gens rentraient, allaient faucher en fait des fresques, des bouts de cuivre, des miroirs des WC, tellement c'était beau. Et puis Détroit se demandait si elle allait tomber, elle aussi, parce que beaucoup de très très beaux immeubles ont été démolis dans les années 80, 90. Elle a fini à un moment, on a entendu dire qu'elle a été rachetée par quelqu'un de New York.
Donc on a vu tout à coup revenir des fenêtres. Enfin, c'était cette gare tellement haute, il n'y avait plus de fenêtres, c'était juste des trous. Ils ont d'abord plastifié, on s'est dit tiens, ils vont reconstruire, ils vont faire un musée. Et puis plus rien pendant 10 ans. Et c'est Ford finalement qui a racheté cette gare. Aujourd'hui, il va y réinstaller finalement les bureaux de sa compagnie. Détroit reste finalement la ville des Ford. Et ils vont sauver la gare comme ça. Et peut-être, il faut peut-être l'envisager, que des trains repassent à Détroit, qui n'a plus de gare, si ce n'est une petite gare un peu décentrée, si on veut prendre le train pour Chicago. Peut-être que la gare va reprendre du service. Et moi, j'ai aimé la décrire au présent et au passé. Elle longe la gare monumentale fermée depuis plus de 20 ans, sans même un regard pour ce bâtiment fantôme, naguère chargé de tant d'ambition, qu'il semble annoncer qu'il restera debout quoi qu'il arrive. Le vent qui s'y engouffre et siffle à l'intérieur ne ressasse plus rien depuis longtemps. Il ne transporte ni les adieux, ni les mots d'amour, ni les serments prononcés sur un quai. Il brasse le vide, la violence et les démentis du présent comme du passé. Les mots s'en sont allés avec les gens. Extrait du livre de notre invitée Judith Pérignon, Là où nous dansions, édition Rivage. Quels sont vos bâtiments préférés à Détroit ? J'ai jamais, par exemple, fait ce qu'ont fait beaucoup de gens, visiter les ruines. J'ai jamais été attirée, peut-être parce que j'ai commencé par les gens et que finalement c'est ça qui me remplit depuis le départ. Donc toutes ces photos qu'on a pu voir de l'opéra vide, du lycée vide, voilà ces grandes merveilles architecturales totalement dévastées à l'intérieur, j'y suis jamais rentrée alors que ça fait 10 ans que je vais à Détroit. Les bâtiments que je préfère, c'est parfois des petits cubes qui ont déjà 50, 60 ans et qui sont des très très beaux bistrots. Et quand on pousse la porte, alors qu'on vient d'une rue qui n'est plus éclairée, une rue où on fait attention, on regarde à droite à gauche quand on sort de sa voiture, et tout à coup on pousse la porte de ces endroits, et ça rit, et on entend de la musique. Il y a un bar comme ça qui s'appelle Lager House, on voit que, je sais pas, les élus des années 50 venaient là, les syndicalistes des années 50 venaient là, et puis il y a une salle derrière où c'est vraiment une petite scène de rock, et moi c'est ici que je sens l'histoire de Détroit. C'est finalement pas dans la magnificence architecturale, c'est là où je sens que les gens ont vécu et dansé et chanté et comploté et voilà. Dancing in the street, Martha Reeves recalls. This was a very bad time all over the United States. We were just starting to have different confusions in different cities, the riots and the what have you. And I think the writers were inspired mainly because of this, to try an effort to get people to dance and be happy in the street instead of the riot. Martha Reeves and the Vandellas. Aujourd'hui dans Monumental,
Détroit. La grande aventure de la musique soul commence par une petite histoire, celle d'un jeune boxeur, Berry Gordy, Archives France 2, qui jette l'éponge pour devenir producteur de musique. Dans cette maison de Détroit, dans le Michigan, il crée son label en 1959, la Motown, contraction de Motor Town, la ville des moteurs, car Détroit est la capitale de l'industrie automobile. D'ailleurs, en 1967, Berry Gordy fait chanter l'un de ses groupes fétiches, Martha and the Vandellas, dans une usine. Cette ville de Détroit, elle a vu naître la Motown. Quelle est son histoire ? Alors la Motown, c'est un petit label qui d'abord s'appelle Tamla, puis la Motown, qui naît en 59. Judith Pérignon, journaliste, autrice du livre Là où nous dansions, édition Rivage. C'est une idée d'un type qui s'appelle Berry Gordy, qui a écrit des chansons, mais qui sent justement, et parce que dans ces années 50 dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement il y a une effervescence et un niveau de vie qui monte chez les Afro-Américains, il y a cette idée qu'on peut effectivement prendre son destin en main et que cette musique noire américaine, elle est en train de faire un tabac, et notamment chez les Blancs. Ils se mettent à danser sur la musique afro-américaine, ils en redemandent, les DJ des radios de tout le pays viennent à Détroit chercher des disques. Et donc ce Berry Gordy, il se dit, c'est à nous, c'est notre patrimoine, et on va monter de l'industrie musicale. Donc la Motown, et la Motown c'est une référence à Motortown, c'est le label qui va faire chanter les jeunes du Brewster Project, mais d'autres quartiers. Et c'est un mélange de soul, de gospel, d'R&B, et en même temps c'est une musique qui se veut conquérante, parce que qui ne se veut pas qu'une musique pour noirs, qui se veut vraiment faire danser tout le pays, donc les Blancs. Et ça va marcher parce qu'ils vont partir en tournée et vont émerger des noms dont on parlait tout à l'heure, de Supreme, Stevie Wonder, Marvin Gaye, plus tard les Jackson 5, Michael Jackson. The next three singers are aptly named, ladies and gentlemen, the Supremes. Let's welcome one of the great talents in the history of popular music. Let's get your hands together, gang, for Mr. Marvin Gaye. Well, here are 5 brothers from Gary, Indiana, ranging in age from 10 to 18. The Jackson 5. So let's have a fine welcome. Please welcome the Temptations now as they sing the song that I guess took them to number 1 in the charts way back in 1965, My Girl. Donc c'est un label musical très très important dans l'histoire de la musique américaine. C'est un label qui va donc jouer un rôle dans la lutte contre la ségrégation. Oui, je crois, même si au départ, ils se veulent tout sauf politique. Berry Gordy ne veut pas faire de politique. Donc même ces jeunes noirs du ghetto, on les relook, on leur apprend à parler, à danser, parce qu'il ne s'agit pas de danser, de se trémousser comme on danse dans le ghetto, il faut pouvoir passer à la télé. Quand vous regardez des Supremes au début, c'est un peu des automates, mais tout ça est très contrôlé. On écrit des chansons toutes simples, des petites histoires d'amour. Mais en même temps, ça devient de toute façon une arme politique, puisque tous ces jeunes noirs, ces visages noirs, s'incrustent dans la vie des Blancs. Les Supremes sont, par exemple, les premiers artistes noirs qui feront la une de magazines télé, qu'on pose sur la table basse du salon. Donc, d'une certaine manière, c'est un outil de la lutte. C'est prendre sa place, toute sa place dans la citoyenneté américaine et dans le show business qui est si important là-bas. Donc, c'est un outil formidable de lutte contre la ségrégation. La musique à Détroit, elle ne se résume pas au label Motown. Ah non, pas du tout. Elle est intrinsèque à la ville, puisque d'abord, effectivement, cette mixité des populations, cette influence des Européens, des Noirs qui venaient du Sud, toutes les traditions musicales se sont mélangées, et ça c'est le secret de la musique américaine, hein. Pas qu'à Détroit. Mais à Détroit, effectivement, il y a le blues qui était très important, et moi je pense à John Lee Hooker, qui était un ouvrier des usines de Détroit, qui s'est mis à taper du pied avec sa guitare, et...
enregistré dans son premier album, juste derrière le Booster Project, sur Hastings Street. C'est de là que ça part. Il y a du jazz, énormément de jazzmen se posent à Détroit et s'installent là et écrivent des pages du jazz. Il y a le rock, évidemment, qui est tellement important. Puis la techno, le rap. En fait, ils se sont jamais arrêtés. Et même quand la ville est à l'arrêt, la musique ne s'arrête pas. À mon avis, c'est leur outil de résistance, de résilience. Et quand on va là-bas, il y a plein de groupes et leur problème n'est pas d'être connus. Justement, ils disent souvent, nous, comme il n'y avait plus personne qui nous regardait, il n'y avait pas de studio, il n'y avait plus de radio, il n'y avait plus rien, on faisait ce qu'on aimait. Et c'est dans cette espèce de liberté qu'on germait Eminem et d'autres. Donc voilà, et la musique, c'est le fil conducteur de l'histoire de cette ville. Ouais. Pas question d'être sobre ou sombre. La reine de la soul arrive en Cadillac. Le cercueil, lui, s'assume bling bling. Et oui, il faut que ça brille. Et la grande dame à l'intérieur est vêtue comme sur scène pour se présenter aux fans. Depuis 3 jours, Détroit, la ville bien-aimée d'Aretha Franklin, lui fait ses adieux. Elle aimait l'église, elle aimait Dieu, elle aimait les gens. C'était une reine. J'aime cette musique, j'ai grandi avec, le monde l'aimait. Autre célébrité de la ville, on l'a déjà évoqué, c'est Aretha Franklin. Ah oui, très très important. Très important, donc elle grandit là, du côté d'Hastings Street. Son père est un révérend très 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 respecté. Le révérend Franklin est vraiment un personnage... Enfin, vous voyez, ces révérends noirs qui sont des paroles religieuses et politiques de la communauté noire. Il était très important, il drainait des foules incroyables dans ses services religieux. Et Aretha, elle est avec ses sœurs, elle chante derrière lui. Et puis elle a une voix particulière, et puis un jour on va la faire chanter dans une petite boutique, un type Joe Von Battle, qui a un petit studio au fond de son magasin et qui l'enregistre. Et puis après, elle va faire la carrière qu'on connaît. Et en même temps, elle est comme ces jeunes filles noires de là-bas, elle aura un enfant à 13-14 ans. Donc à la fois, elle a un succès et une carrière incroyable, et en même temps elle a traversé toutes les étapes de la construction d'une vie pour une jeune fille noire d'origine très modeste, et elle va habiter la musique américaine, et sa mort là, elle a été enterrée évidemment à Détroit. Il y a eu un service religieux qui a duré 5-6 heures. Il y avait des foules, la foule tout le long du trajet de son cercueil. Son portrait est partout. Voilà, c'est une enfant de Détroit et une voix magnifique. Monumental. Des centaines de milliers de maisons ouvertes à tous les vents. À Détroit, une habitation sur 4 a été abandonnée. Plus d'1 million de résidents ont fui cette ville totalement ruinée. Détroit n'a plus un sou pour assurer les dépenses courantes. En juillet 2013, Détroit va devenir la plus grande ville américaine à se déclarer en faillite, mais tout ne commence pas à cette date. Ben non, effectivement, cette mise en faillite, finalement, c'est l'aboutissement de, disons, 4 décennies je pense à la fin des années 60, après notamment les émeutes raciales de 1967 à Détroit. On sait que les années 60, beaucoup de villes américaines s'enflamment. La question des droits civiques, de la liberté, les quartiers noirs s'enflamment. Mais à Détroit, ça va être plus violent qu'ailleurs. Et la ville, une partie de la ville, on parlait tout à l'heure de l'incendie du début du 19e, mais la ville brûle en 1967. La 12e rue de Détroit fut, pendant presque une semaine, le centre d'une révolte sans précédent dans l'histoire américaine. Bilan actuel, 38 morts. Des pans entiers de la ville brûlent et ne seront jamais reconstruits. Puis la population blanche va s'en aller. Et notamment les urbanistes, les milieux financiers et politiques se disent « Ok, on va aller construire pour les Blancs d'autres petites villes qui seront desservies par ces autoroutes, avec ces grands centres commerciaux. » Donc on vide Détroit finalement d'une grande part de sa population, de ses commerces, et on va la laisser... Elle va devenir une ville noire à 82%, ce qui est unique aux États-Unis. Une ville où l'industrie s'en va,
ne laisse plus que des carcasses d'usines, une ville où les boutiques s'en vont. Et donc c'est comme ça une espèce de descente aux enfers au cours des années 70, 80, 90, 2000. Donc cette mise en faillite de 2013, c'est pas le début de l'enfer, c'est finalement le fait que ça va s'arrêter puisque le monde financier veut reprendre cette ville. Je pense qu'ils ont toujours pensé la reprendre parce qu'elle a ce beau patrimoine architectural, elle a été la vitrine du rêve américain, mais ils l'ont quand même laissé mourir pendant 40 ans. Avec quelles conséquences pour les habitants ? Une pauvreté extrême, vraiment extrême. Et puis des générations, je vous parlais justement de cette ascension et du rêve qu'on peut entendre dans la musique, dans la Motown, cette espèce d'idée qu'on va vivre mieux, notamment chez les Afro-Américains. Là, c'est la désagrégation des familles, désagrégation des individus, des enfants qui dépérissent dans des quartiers morts, qui vont trouver le salut dans des gangs, qui se tuent entre eux. Détroit est devenue une ville très dangereuse. Moi, quand j'y suis allée en 2010, à chaque fois qu'on me déposait quelque part, un taxi me disait « j'attends que vous rentriez ». On me disait « ne prends jamais le bus ». Et donc vraiment un taux de chômage qui était même plus quantifiable, l'éclairage public qui ne fonctionnait plus, donc tout ça plongé dans le noir le soir. Vraiment, c'était de l'abandon. Et c'est la tristesse qui vous prenait, mais aussi la colère, parce que on sent bien que derrière ça, c'est pas juste une fatalité, c'est des choix politiques et économiques qui ont été faits. Et cet abandon était lié à la couleur de la peau de ces gens, quand même, c'est clair. Et elle redémarre, et aujourd'hui, la tendance est un peu de faire comme si tout ça n'avait pas existé, de reconstruire à toute vitesse. Mais je trouve qu'il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Vous allez perdre votre travail ? J'en ai peur, c'est dur, vous savez. Moi aussi, j'ai une famille à entretenir, c'est très très dur. Beaucoup de vos amis vont se retrouver au chômage. Oui, c'est bien triste. On a tous des familles, les fêtes de Noël approchent et ils ne sont même pas assurés de retrouver du travail. Vous espérez trouver un autre travail ? Peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit souvent que Détroit est une ville en pleine renaissance. Ouais, c'est ça, c'est le sens du storytelling à l'américaine. Ils ont même embauché quelqu'un pour raconter l'histoire. En 2017, pour les 50 ans des émeutes, moi j'y suis allée, j'ai fait des papiers, puis il y avait la sortie de ce film de Catherine Bigelow, Detroit. Et les communicants de la ville étaient oui, mais faut pas en faire trop, faut pas trop raconter parce qu'ils avaient peur que les investisseurs pensent que ça va reternir l'image de la ville. Et donc oui, il y a un homme qui s'appelle Dan Gilbert qui était natif de Détroit, qui a fait fortune, qui est un milliardaire, qui depuis 10-15 ans rachète à très bas prix les plus beaux buildings de Détroit, les rénove, y installe des compagnies. Mais ce qu'on voit, c'est une ville qui se reconstruit pour des gens venus d'ailleurs, blanc d'ailleurs. Tout d'un coup, moi, cette ville toute vide que je vous racontais au début, aujourd'hui, pour avoir un appartement à Détroit, c'est hors de prix. La gentrification a été très violente. Et donc, aujourd'hui, on a deux villes, et c'est comme ça c'est de ça dont ils parlent à la radio. Ils disent, les deux villes, c'est la ville, disons, elle est noire et pauvre, et la ville riche et blanche du centre. Donc forcément ça frotte et là il y a des débats sur les chiffres de la criminalité, la ville veut les cacher, le FBI dit non, ça repart forcément. Extrême misère et richesse, ça crée du crime, c'est logique. Donc je trouve qu'il faut faire attention à ce storytelling. C'est pour faire oublier ce qui s'est passé, c'est pour faire oublier l'abandon, et je trouve que c'est faire oublier la population de Détroit qui est restée pendant 40 ans dans cette espèce de zone urbaine sombre et à laquelle ils sont très attachés et qui est hantée par son histoire. Et voilà, ce storytelling m'agace un peu, moi. Usines à l'abandon et quartiers résidentiels vides, Détroit, ville sinistrée, voici une réalité que tout le monde connaît. Les ruines de Détroit, elles ont fasciné. C'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, elle fascine cette ville, elle interroge. Oui, elle interroge parce qu'elle est hantée. Et moi, ce que je veux par mon livre, c'est justement, à un moment, il y a un personnage qui est en colère, qu'on peut plus de ce que là-bas on appelle le porn ruin, cette pornographie de la ruine où je viens poser dans la vieille usine qui a fermé dans les années 50.
Et l'idée, c'est de comprendre ce que racontent ces ruines. Et c'est ça qui est intéressant dans la ruine. C'est qu'est-ce qu'elle nous raconte, pourquoi ça a été flamboyant, pourquoi ça s'est effondré, qui habitait là. Moi, mes yeux et mon esprit font ça sans cesse à Détroit. On parlait des manoirs tout à l'heure, mais qui a habité là, pourquoi ils sont partis, qui est venu ensuite. Et on comprend les rapports raciaux, on comprend les lois urbaines, les lois sociales, la violence économique. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire de ces ruines. C'est les réhabiliter, évidemment, et les comprendre. L'avenir de cette ville, selon vous ? Je pense que Détroit ne redeviendra pas la grande ville. Elle a été la 5e ville américaine, avec 2 millions d'habitants. Elle ne le redeviendra pas. Je pense que ce sera une ville moyenne américaine. Elle est aujourd'hui à 750 000 habitants. La manière dont le centre est en train de se refaire, elle va ressembler à ces villes moyennes américaines, avec ses grandes avenues, quelques beaux buildings, et puis ses boutiques, ses cafés bruyants. Après, il faut voir ce qu'elle va faire de cette question raciale, comme on dit là-bas, de ces quartiers éloignés, dont personne ne s'occupe trop. Il faut voir comment elle va gérer ces deux populations. Et c'est à mon avis là qu'est la question. Il y a en germe un développement et aussi, pourquoi pas, de nouvelles émeutes. Aujourd'hui, dans Monumental, Détroit, avec Judith Pérignon, autrice du livre Là où nous dansions, édition Rivage. Quand on pourra y retourner, c'est votre prochaine destination ? Ah oui, bien sûr. Et puis j'ai eu la chance d'y retourner d'ailleurs pour suivre les élections américaines. C'est parce que ces grandes villes noires sont passionnantes. C'était un des swing states. Le Michigan avait fait la victoire de Trump il y a 4 ans et elle a fait la victoire de Biden. Et on voyait bien dans le Michigan ces zones blanches, rurales, dont viennent d'ailleurs des gens qu'on a pu voir au Capitole là, le 6. Ces gens très réactionnaires, très angoissés sur le destin de ce pays. Et ils habitent pas loin d'une grande ville noire. Et Détroit a voté à 90% contre Trump. Et moi, j'étais là le moment de l'annonce des résultats officiels. Et ce que j'ai aimé à Détroit, c'est que ça n'a pas été comme à New York, des grands sauts de joie, on sort dans la rue, on klaxonne. Non, les gens, ils avaient un sourire discret, qui montrait leur soulagement, mais qui montrait qu'ils n'étaient pas dupes. Voilà, justement, après 40 ans d'abandon, ces gens-là ne sautent pas de joie. Ils ont voté pour Biden, ils ont repoussé Trump à 90%, donc ils ont fait leur boulot. Mais ils savent comment ils ont été traités. Donc ils attendent de voir. Et je trouve qu'ils ont une élégance, une dignité qui vraiment, moi, me touche et m'apprend beaucoup. Judith Pérignon, merci de nous avoir expliqué Détroit, non seulement son histoire, mais effectivement comment on vit aujourd'hui dans cette ville du Michigan. Merci à vous. C'est moi qui vous dis merci. Diana Ross et les Supremes. Messing up
Monumental revient demain dès 16h sur la première. Dans l'immédiat, voici une information trafic. Infotrafic RTS. Les chaussées de Suisse romande sont mouillées, voire détrempées par endroits. Attention au risque d'aquaplaning. Pour en savoir plus, rts.ch/trafic. Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS. C'était Monumental en visite, en vadrouille et en histoire dans la ville de Détroit aux États-Unis. Une émission que vous pouvez réécouter sur le player RTS notamment ou sur la page rts.ch/Monumental. L'heure avec la Maison de la Tête de Moine à Belley et son exposition de sculptures sur foin. Et après les informations de 17h, rendez-vous dans Vertigo. À tout de suite.